Donc je suis arrivé à Grenoble en septembre 1976. Pour moi, le miracle s'est produit quand j'ai rencontré dans un couloir de médecine nucléaire l'ami Jacques Godard qui venait présenter le l'iode 123 qu'il était capable de produire. Donc je lui ai quasiment sauté dessus pour lui dire que l'iode 123, j'en étais tout à fait preneur. Pourquoi ? Parce que le seul iode radioactif utilisable en médecine nucléaire à l'époque était l'iode 131. Il était extrêmement limité compte tenu de sa dangerosité. Par contre, si l'on pouvait marquer les molécules avec de l'iode 123, cela augmentait considérablement leur potentiel d'utilisation. Mais il nous manquait encore un maillon. Donc j'ai été voir le professeur Joël de Léris et il a mis immédiatement des thésards de biologie animale sur le thème que je lui proposais. Et il nous manquait en dernier ressort quelqu'un qui fasse le marquage au carbone 14 de ces molécules si on voulait les étudier au niveau intracellulaire. Donc j'ai eu la chance de tomber sur le professeur Luduc, donc lui aussi était intéressé par le projet et il s'est introduit dans l'équipe. Donc nous avions en quelques semaines, je dirais maximum quelques mois, constitué une équipe pluridisciplinaire dans laquelle chacun des membres des équipes trouvait le projet intéressant puisqu'il avait un débouché cardiaque, il avait un débouché clinique. Ce n'était pas une recherche dépourvue d'objectifs, l'objectif était clair. Donc nous avions le soutien du CEA, nous avions un groupe et nous avons commencé à travailler comme ça. Et en 1985, s'est inclus dans l'équipe un jeune assistant de biophysique, Daniel Fagret, qui a tout de suite montré ses capacités de chercheur, et quelques années plus tard, Jean-Philippe Vuillez a suivi le même chemin. Donc voilà comment s'est constitué, dans les années, entre les années, disons, 79 et 84-85, le groupe dont maintenant on fête le 45e anniversaire. En 1985, j'ai rejoint le groupe de recherche de Michel Comet, le laboratoire d'études des radiopharmaceutiques. Depuis 1979, le laboratoire travaillait sur les acides gras, iodés, et le thallium. Mais il y avait également le développement d'un générateur de krypton 81M avec Jacques Godard. Il y a eu également la MIBG, un analogue de la noradrénaline. Puis après, il y a eu les glucoses iodés avec Catherine, et puis. Et puis tout le monde voulait remplacer le thallium par un complexe technicier disponible dans le monde entier. Nous avons donc travaillé avec l'équipe de chimistes de Michel Vidal, et puis un chimiste de Sysbio International, Roberto Pascalini. La médecine nucléaire permet des études physiologiques in vivo. La médecine nucléaire permet d'études de la physiopathologie humaine. Elle permet également, et c'est la seule technique actuellement utilisable chez l'homme, l'imagerie moléculaire, c'est-à-dire de visualiser des cibles pertinentes qui ont un retentissement pour la prise en charge du patient. On est les seuls pour l'instant. Dans le laboratoire, 2 personnes ont été vraiment inspirantes pour moi. La première personne, c'est Michel Comet, qui nous a enseigné, voire martelé, les fondements de la recherche scientifique. Qu'est-ce que l'on cherche, pourquoi on le cherche et comment on le cherche. Il nous a tout appris et il avait une vision de la recherche extrêmement noble et exigeante. Pour lui, la recherche, c'était faire en sorte que les gens puissent aller au bout d'eux-mêmes. C'est un enseignement qui m'a profondément marqué, qui m'a accompagné pendant toute ma carrière et auquel je pense encore. La deuxième personne, extrêmement importante pour le laboratoire, c'est Daniel Fagret. De l'école de Michel Comet, il a renforcé les liens entre les biologistes et les cliniciens. Et c'est lui qui a eu l'idée, en 2000, de proposer à l'INSERM une unité de recherche radiopharmaceutique bioclinique qui regroupait tous les acteurs du développement des radiopharmaceutiques à Grenoble, les biologistes, les chimistes, les radiochimistes, les radiopharmaciens et les médecins. Et cette unité, biologique et clinique, dure depuis 25 ans. Ma collaboration au sein du laboratoire d'études des radiopharmaceutiques, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, remonte du temps où j'étais interne en biologie.
J'ai fait à ce moment-là une rencontre qui a orienté ma carrière professionnelle. J'ai rencontré le professeur Comet et beaucoup de médecins nucléaires restaient figés dans une position historique en disant la médecine nucléaire, c'est nous, et donc la préparation des médicaments radiopharmaceutiques, c'est nous aussi médecins nucléaires. Or lui, il avait une position complètement inverse en disant moi je suis médecin, ce n'est pas ma partie. Si on veut faire quelque chose de bien, eh bien, il faut qu'on soit bien formé, qu'on ait les bonnes compétences pour le faire. Et j'ai donc, comment on peut dire, adhéré à sa vision qui était respectueuse du travail d'équipe où chacun pouvait trouver son rôle et sa mission. Pour ma part, je suis arrivée au laboratoire fin 2009. À cette époque, la radiochimie était réalisée dans une toute petite pièce au 2e étage où l'on travaillait principalement avec des émetteurs gamma. Les molécules radiomarquées étaient surtout des peptides, des protéines, des sucres et des acides gras. En 2011, nous avons déménagé au 4e étage et obtenu des financements qui ont permis d'acheter davantage d'équipements de radioprotection. Donc, nous avons également vu la nature des molécules d'intérêt se diversifier. Nous avons été amenés à radiomarquer des nanobodies, des cellules vivantes, des nucléotides, des nanoparticules, des bactéries. Et tout ça a considérablement augmenté notre expertise. Entre 2017 et 2020, de nouveaux financements nous ont permis d'agrandir le plateau de radiochimie en aménageant une 2e pièce dédiée aux émetteurs bêta+ pour l'imagerie PET. Aujourd'hui, donc, le plateau de radiochimie propose une gamme étendue de radioisotopes pour radiomarquer tout type de molécules pour l'imagerie et la radiothérapie. C'est une chance de travailler dans cette chaîne de compétences où, en tant que radiochimiste, l'idée est de développer un radiomarquage en pensant toujours à l'application clinique. Le labo a été très structurant pour moi sur un plan personnel, sur un plan scientifique évidemment, mais sur un plan personnel surtout. Et il y a un épisode qui est révélateur à ce sujet, c'est que j'ai été reçu par Daniel Fagré en 1995. Il s'apprêtait alors à prendre, je crois, la chefferie de service et la direction du laboratoire. Et donc Daniel m'avait présenté avec beaucoup d'enthousiasme les thématiques scientifiques du laboratoire. Et puis au terme de cette présentation, il avait digressé un petit peu et il avait souligné qu'il était médecin, mais qu'il était aussi universitaire. Et je me souviens très bien qu'il avait décomposé le mot, il l'avait repris et décomposé en disant « je suis universitaire, je travaille à l'université ». Et donc à l'université, par définition, vous êtes versé dans tout. Et donc un laboratoire universitaire ne s'arrête pas forcément à la science, mais doit être capable de s'ouvrir sur d'autres domaines et d'être versé dans beaucoup de choses. Je suis arrivée au laboratoire pour un stage de master. Donc je cherchais un domaine de biologie intéressant, enfin un stage intéressant. Et j'ai rencontré Michel Comet, Daniel Fagré et Catherine Guizy. Ils m'ont parlé de leur recherche et ça avait l'air vraiment très intéressant. Ils étaient tellement enthousiastes et motivés et heureux de me rencontrer que je me suis dit que j'allais essayer. Et donc j'ai travaillé surtout avec Catherine au départ sur les analogues iodés du glucose, notamment le 6-DG qu'on a réussi à transférer à l'homme un peu plus tard. J'aime cette recherche parce que c'est une recherche translationnelle, parce qu'on espère développer un radiopharmaceutique qui va pouvoir être transféré en clinique, donc qui aura un vrai impact sur la vie du patient, sur le diagnostic de sa pathologie. Et donc en fait j'aime beaucoup l'idée que ça va être utile et qu'on sert à quelque chose. Alors, lorsque je suis arrivé au laboratoire en 2000-2001, c'était le début d'un nouveau projet. Les cardiologues avaient pour objectif de visualiser les plaques d'athérome vulnérables. Et l'objectif des cliniciens, c'était non pas de prendre en charge les patients à la phase aiguë de l'infarctus, mais de diagnostiquer ces lésions en amont pour prévenir l'infarctus. J'ai proposé à la direction du LRB de collaborer avec cette équipe en Belgique pour voir si on pouvait appliquer ce nouveau format de molécules à l'imagerie des plaques. Et on a donc initié une collaboration qui dure à présent depuis une quinzaine d'années. Et la première molécule qu'on a produite a très bien fonctionné puisqu'on a pu la valider complètement en préclinique. On est même allé avec les radiopharmaciens, radiochimistes, jusqu'à faire le dossier médicament, le JMP, et par injecter cette molécule à l'homme, principalement pour vérifier qu'elle était non toxique. Il faut, pour chaque chose, se demander qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on le cherche et comment on le cherche. La recherche est pour moi un outil de formation générale. Je dirais même qu'un stage dans un labo de recherche de quelques mois serait nécessaire, à mon avis, pour beaucoup de gens en médecine, par exemple. Ça leur apprendrait à ne pas dire n'importe quoi, puisque quand on fait de la recherche, il faut présenter ses résultats, c'est-à-dire les publier. Quand on parle de la recherche,
tout ce que l'on dit, on doit pouvoir le démontrer et le prouver. La force du laboratoire, elle se trouve, je pense, pour partie dans cette interaction très forte qu'on a avec les cliniciens qui nous soumettent les problèmes cliniques sur lesquels ils voudraient voir arriver une solution et qui sont les seuls à pouvoir identifier. Et nous, ensuite, on repart au laboratoire avec ce problème et on développe notre panel de compétences avec les chimistes qui synthétisent les molécules, avec les radiochimistes qui les marquent, avec les biologistes qui les évaluent. Et on retourne vers le clinicien au terme d'un temps qui peut être plus ou moins long, avec cette solution qu'on a à leur proposer aux problèmes cliniques qu'ils nous ont soumis pour commencer. Et on voit arriver éventuellement en clinique, si l'histoire est belle, la solution du problème que les cliniciens avaient quelques années auparavant. Et donc ça, c'est permis par la chaîne de compétences dont on dispose dans le laboratoire et qui nous permet de répondre en tant que laboratoire, unité de recherche, à ce problème clinique et d'apporter des solutions cliniques aux patients. Donc nous sommes à la fin des années 70 et tout a commencé par une rencontre entre un homme et une problématique médicale. L'homme, c'est Michel Comet. Il arrivait droit de l'hôpital Cochin, au CHU de Grenoble. Et dès son arrivée à Grenoble, la première chose qu'il a fait, c'est de visiter notre service de cardiologie et de demander qu'est-ce que l'on pourrait faire ensemble avec une problématique médicale. La problématique que l'on a choisie ensemble, c'était le cœur de femme. Ou, plus exactement, comment faire le diagnostic d'une maladie des coronaires chez la femme. Michel Comet, à l'hôpital Tenon, avait développé une technique nucléaire, la scintigraphie myocardique au thallium. Donc on a fait cette première étude, comparaison donc de la coronographie, l'épreuve d'effort, la scintigraphie. On a trouvé des résultats qui venaient d'ailleurs d'être publiés dans les pays anglo-saxons. C'est que la scintigraphie myocardique, elle était meilleure, on va dire, tout simplement, que l'épreuve d'effort, c'est-à-dire qu'elle détectait mieux les rétrécissements coronariens. Et là, ça est une notion fondamentale, un peu abstraite peut-être, c'est-à-dire qu'un test non invasif doit être interprété en fonction du risque a priori, c'est-à-dire de la probabilité d'avoir le test de la maladie chez la personne que l'on examine. C'est ce qu'on appelle l'analyse bayésienne. Maintenant, tous les étudiants en médecine connaissent l'analyse bayésienne et comment on examine un test non invasif par rapport à la probabilité a priori. À l'époque, c'était complètement novateur et nous avions été dans le groupe les premiers à diffuser cette méthode, du moins dans les pays de langue française. Ce rôle fondamental des laboratoires dans les CHU est extrêmement enrichissant, car si on peut faire éventuellement les mêmes soins dans les cliniques privées, on ne peut pas prévoir l'évolution de l'avenir s'il n'y a pas ce travail en amont dans les centres hospitalo-universitaires. C'est à la fois très énergique et très motivant de participer à ces travaux, et à moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté pour toute ma carrière professionnelle. Alors, tant sur le plan intellectuel que sur le plan humain, ça a toujours été très enrichissant de partager des discussions avec toute l'équipe du labo, de participer au choix des thématiques de recherche qui vont servir de base au développement de leurs futurs projets, de voir leur démarche scientifique, de suivre leur avancer dans le projet de recherche jusqu'à idéalement arriver au but recherché et faire un retour vers la clinique. Le fait qu'initialement, en tout cas, le LRB se soit vraiment axé sur la cardiologie nucléaire, en particulier sur la perfusion myocardique, nous a permis de progresser dans la compréhension de cette maladie coronaire et d'améliorer la prise en charge de nos patients. Une des forces de la médecine nucléaire, c'est que, contrairement à l'ensemble de la médecine, quand on injecte un médicament en médecine, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va. En médecine nucléaire, l'intérêt, c'est que quand on l'injecte, on est capable de suivre sa répartition dans le corps du patient grâce à leur radioactivité. Et cet élément, il est majeur puisque dans les développements qu'on fait et dans les développements qu'on va faire, à chaque fois, on comprend exactement où le médicament va dans l'organisme du patient. La clé du laboratoire radiopharmaceutique bioclinique, c'est qu'il met en contact et crée un écosystème où les chercheurs, les médecins sont en relation étroite et construisent collaborativement des projets
Et c'est ce qui fait justement que cette unité, elle a pu développer les médicaments qu'elle a développés, puisque c'est ce contact et cette interaction permanente entre les chercheurs et les médecins qui permet de donner du sens et qui permet d'avancer sur des projets et de répondre à des vrais besoins cliniques. Ça évite d'avoir des projets de recherche qui se développent pendant plusieurs années et que finalement on se rende compte que le besoin clinique n'existe pas ou qu'il n'est pas adapté à nos besoins et à la manière dont on veut prendre en charge nos patients. Ce qui est très intéressant dans la LRB, c'est ça qui m'a appris à développer ma recherche après, c'est le fait de finalement créer un groupe de gens qui ont des profils complètement différents, même des façons de penser qui sont assez différentes par rapport à votre formation, ce qui est bénéfique puisqu'on apprend toujours des horizons différents des gens, des formations différentes, mais par contre c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'il faut créer un groupe, il faut créer une unité, les faire aller dans le même sens. Donc au LRB, c'est vraiment le leitmotiv que j'avais compris, c'était qu'il y a une équipe, il y a une direction, et on essaye de finalement faire que ça aille du bon côté. Avec le LRB, ça a toujours été un plaisir chaque fois de voir les collègues, parce qu'il y a l'affect qui joue, mais il y a aussi le fait qu'on a un but, une façon de travailler, et finalement, on met les petits cailloux pour aller vers un succès. Donc le LRB, il a poursuivi ses développements et il a adapté ses développements aux besoins de la médecine nucléaire. Dans les années 90-2000, c'était une orientation essentiellement vers la cardiologie qui était réalisée et puis progressivement vers la cancérologie. Et donc le LRB a développé différents traceurs, ciblant d'autres cibles, comme les intégrines, la mésotéline, qui peuvent être intéressantes dans un certain nombre de cancers multiples. Et donc là, progressivement, on va réaliser ses premières injections à l'homme. Un laboratoire comme celui dirigé par Catherine Ghezzi, dont le travail portait sur la recherche des nouveaux traceurs radioactifs, s'est révélé comme étant le laboratoire de choix pour une collaboration avec notre société. Cette collaboration a donné lieu à un certain nombre de publications de très haut niveau scientifique. Notamment, c'est portant sur l'identification des propriétés biologiques d'un traceur technicien appelé NOET. La recherche des nouveaux traceurs en médecine nucléaire reste une thématique qui peut donner lieu à des percées scientifiques importantes avec une utilisation clinique très rapide. C'est vraiment le moment de soutenir cette recherche et d'avancer encore plus vite dans ce développement en préservant sa spécificité et en évitant de diluer cette thématique dans d'autres thématiques beaucoup plus générales. Il y a une quinzaine d'années, j'étais responsable de recherche et développement de 3A, Advanced Accelerator Application. Et donc, j'avais besoin d'établir des collaboration avec des labos avec de la connaissance de la médecine nucléaire. Mais j'ai identifié Grenoble en tant que labo de référence pour la médecine nucléaire. C'était un labo qui avait déjà une crédibilité, il avait déjà travaillé dans la médecine nucléaire et avait une expérience déjà reconnue. Aussi les relations personnelles étaient très importantes parce que la communication était facile, la communication interpersonnelle, mais aussi la communication scientifique. En plus, l'équipe était, je dirais, très tenace. C'est quelque chose de très intéressant et je pense que c'est un peu le reflet du caractère de Catherine Ghezzi. Catherine est très tenace, elle ne laisse jamais tomber, il arrive toujours au bout et je pense que l'équipe a un peu il a pris de ça. Hein. Et donc je suis très honoré d'avoir travaillé avec Catherine et avec Daniel. Ce sont des personnes très honorables. Au début, on ne voulait pas vraiment faire un produit, on voulait faire de la recherche. J'ai parlé à Daniel Fagré à l'époque de ce projet, c'était un des premiers médecins nucléaires auxquels je vais parler. Daniel était aussi le président d'un petit regroupement de médecins nucléaires régionaux. Et j'étais un jeune chercheur, un peu rêveur. La seule chose concrète, un peu étrange, que j'avais levé tout de suite 1 million d'euros
Donc il y avait cette petite crédibilité financière qui me donnait l'espoir de me faire écouter. Il était vraiment gentil à l'écoute. Il m'a invité à un dîner avec toutes ses collègues, donc j'ai pu expliquer les projets. Il m'a donné la confiance. Avec la confiance de médecins nucléaires de la région, je me suis senti un peu plus à l'aise de prendre le risque. Nous, on est nés avec l'esprit de faire de la recherche. Donc tout de suite, quand il y avait des arguments de recherche, on discutait ensemble. Avec cette machine, on avait justement la vocation pas seulement de faire du FDG, qui était ces produits approuvés par l'AFSAMS, mais aussi de faire d'autres produits. Et donc on discutait toujours avec l'équipe de Grenoble pour vraiment amener de l'innovation. 3A, c'était une toute petite société. Et pour nous, c'était important de voir cette relationnel. À travers le travail qu'on a fait, on a finalement créé des ruptures scientifiques, technologiques énormes. On a donné la possibilité à des patients d'être traités à travers la médecine nucléaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup de sociétés qui investissent dans les équipes, dans les équipements, dans les structures, dans la médecine nucléaire. Mais il y a malheureusement très peu de connaissances en médecine nucléaire. Donc, c'est pour ça que des labos, des équipes telles que l'équipe de Grenoble sont encore plus précieuses qu'avant. Notre société, après avoir été cotée sur le Nasdaq, a été vendue pour 4 milliards de dollars. J'ai vraiment très apprécié le support que Daniel et que Catherine ont donné à la société dans toutes les phases de développement. Ils ont cru vraiment depuis le début jusqu'à quand on était plus grand et puis mature. Et on ne peut pas oublier ça. Cette aventure a pu avoir lieu et réussir parce que tous les participants avaient la même idéologie. N'ayons pas peur des mots, disons que tous considéraient que leur aventure personnelle était totalement liée à l'aventure des autres groupes. On ne peut pas imaginer la chimie sans la biologie derrière et la biologie sans la clinique, c'était pas pensable. Donc tout le monde était lié à tout le monde. Donc personne ne devait tirer la couverture à soi. Personne ne pouvait dire « moi je dirige un... » Non, c'est pas comme ça que ça peut se passer quand on a des gens de haut niveau qui donnent toute leur énergie et toute leur connaissance dans une direction donnée. Pour moi, en recherche, il y a deux choses extrêmement importantes. La première, c'est que les gens travaillent pour un objectif qui les anime. Et la deuxième, c'est qu'ils soient heureux au travail. Parce que c'est quand même la clé de la créativité. Et si l'unité fait aujourd'hui ses 45 ans, c'est sans doute parce que chacun trouve sa place dans cette dynamique. Toutes les études ultérieures ont été très riches du point de vue intellectuel, très formatrices, mais jamais nous n'avons retrouvé cette ambiance de travail en commun, cette ambiance du LRB. Je pense que ce type de travail doit être poursuivi dans l'avenir. Alors certains s'imaginent qu'on prend 4 équipes, on les met dans un beau bâtiment et puis on a formé une grosse équipe qui va rouler toute seule. Bon, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, la recherche. Ça marche quand des gens se connaissent, s'apprécient, ont envie de travailler ensemble et sur des thématiques communes qui les portent et qui leur permettent de faire avancer les connaissances. Mon passage au laboratoire a été une expérience unique et relativement extraordinaire. Au LRB, la particularité, c'est qu'on fait de la recherche parce qu'on aime en faire et on se fait plaisir. Et ça, c'est une expérience humaine irremplaçable qui va bien au-delà de simplement la recherche elle-même. Et finalement, il y a un objectif à avoir que j'ai appris au LRB, c'est que tout va bien quand les gens viennent au boulot en étant contents de venir. Je connais peu d'endroits où on ait un vécu de tout ça de manière aussi flagrante et épanouissante que ce que j'ai connu au sein du LRB. Ça m'a permis de côtoyer en fait des gens de formations complètement différentes. Quel que soit le grade des gens, d'avoir une reconnaissance et d'avoir un respect des gens les uns envers les autres. Ce type de structuration, qui nous peut discuter avec des gens qui ont des formations différentes, des points de vue différents, etc., ça nous oblige en fait à explorer en permanence et à être
et être toujours curieux, à pas avoir de certitude. Et je pense qu'à titre collectif et à titre individuel, c'était quelque chose... Merci Michel Comet. Je vais presque pleurer. Voilà.